tous et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Second épisode de la seconde saison de notre émission golf avec la gang au complet que vous avez eu d'ailleurs l'occasion de découvrir un peu plus au travers des interviews vidéo publiées ces dernières semaines. Enfin presque tous. Des vidéos toujours disponibles sur la chaîne YouTube du blog LPPB. Alors, dans ce numéro, nous aurons un débat autour du sujet de l'utilisation des télémètres qui ont été autorisés par la PGA of America pour les 3 majeurs qu'elle organise. Pour m'accompagner dans cette émission, Marion Ricordo, bonjour. Bonjour Lionel, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler bénévolat. Christophe Soudet. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler du véritable démarrage de la saison du LPGA 2021. Gurvan Boni. Salut tout le monde. Moi, ça sera comme d'hab un petit peu du classement européen. Cyril Le Guern. Hello la gang, moi je vais vous parler du véritable démarrage du Country Tour en Floride cette semaine. Et Julien Fontaine. Salut à tous, moi j'organise la 2000e victoire de Chris au quiz. Alors Marion, on va commencer avec toi et donc tu vas nous parler de bénévolat. Exactement, donc je vais commencer par la définition. Donc le bénévolat, c'est un nom masculin, situation d'une personne qui accomplit un travail gratuitement sans y être obligée. On peut aussi dire que c'est une activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif, telle qu'une association, une ONG, un syndicat ou une structure publique. Donc le bénévolat, comme vous pouvez l'imaginer, peut prendre beaucoup de formes. Ici, c'est un peu ce qui nous lie, donc je vais vous parler du bénévolat orienté golf. Là encore, il y en a pour tous les goûts. Les bénévoles les plus connus sont souvent les représentants des associations sportives. Donc j'entends par là les présidents et vice-présidents, trésorier, secrétaire, responsable école de golf et tutti quanti. Enfin, ça se décline de beaucoup de manières différentes suivant la manière dont est géré le club. Si le club est géré par une AS ou si l'AS existe en plus d'un gestionnaire privé. On peut trouver aussi du bénévolat dans la gestion de tous les jours dans un golf, donc des membres faisant le starter, aidant à remettre en état le terrain après un passage de sanglier, donc c'est un peu d'époque, ou enfin des journées à relever les pitchs sur les greens, ça c'est toujours d'actualité du 1er janvier au 31 décembre. On a aussi les bénévoles pour les compétitions, donc ceux qui signalent les balles, ce qu'on appelle des spotters. Okay. Ceux qui s'occupent du recording, donc quand on vérifie sa carte de score après sa partie. Et on a aussi ceux qui s'occupent de la buvette, soit au départ du 10, soit au green du 18, parce qu'on va quand même pas se laisser abattre. Dans la même ligne, on a les bénévoles auprès des jeunes, donc pour les encadrer, les guider ou juste être présent avec eux pour leur premier pas sur le parcours ou en compétition. Donc, les bénévoles sont partout et ils sont de plus en plus reconnus. Il existe d'ailleurs une sorte de diplôme qui s'appelle le ASBC, donc animateur sportif bénévole de club. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur le site de la Fédération française de golf, donc sur ffgolf.org ou auprès de votre club, votre association sportive. Parce qu'être bénévole, on le fait pour les autres, mais aussi pour soi. C'est un sentiment très agréable d'aider les autres, de donner de son temps et d'améliorer les choses pour sa communauté de golf qu'on adore. Là, je vous ai parlé de bénévoles liés au parcours, au terrain de golf physique, mais il y a aussi les autres, ceux qui ne savent jamais s'arrêter de parler golf, qui veulent partager leur dernière trouvaille matérielle, leur bon plan ou leurs conseils pour un éventuel pari sportif. Vous l'aurez deviné, je parle de gens comme nous, voilà, la petite balle blanche, des fadas, des passionnés, des amoureux de cette petite balle blanche qui sortent leurs plus belles plumes pour partager avec vous ce qu'ils ont sur le cœur et qui, on l'espère, vous intéressent et vous passionnent. L'objectif, évidemment, étant de vous rendre au moins autant dingue de golf que nous le sommes, si ce n'est pas déjà le cas. Alors évidemment, je n'ai pas fait le tour du sujet qui est bien trop vaste pour être développé en 3 minutes, mais vous comprenez le principe.
Donc maintenant, la question que je vous pose, si vous n'êtes pas encore tombé dans la marmite, c'est quoi votre prochain plan bénévolat? Bonne question. Et je me permets d'ajouter pour éventuellement être commissaire lors d'un tournoi, pas nécessairement des tournois, on va appeler ça professionnels, mais parfois amateurs. Il y a le site commissaire avec un s.ffgolf.org qui permet de voir toutes les compétitions qui vont venir, qui sont gérées par la Fédé et qui permet ensuite de s'inscrire. Donc, par exemple, là, le 1er avril, nous avons le trophée Michel Carlian et trophée Pierre Massier, une épreuve d'amateur jeune. Voilà. Enfin bref, il y a à peu près une 50aine de dates. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Alors, on va poursuivre avec Chris qui va nous parler de la saison sur le LPGA Tour qui démarre enfin. Oui, alors je vais vous parler du programme, bien évidemment des dates les plus importantes, hein, des majeurs, de la Solheim, des Jeux Olympiques. On va faire un rapide point sur les top joueuses. On va parler des Françaises. Il y a quelques petites nouveautés au niveau des joueuses, je vous expliquerai ça. Et puis on va parler de la Solheim Cup, évidemment. Un petit point sur la Solheim Cup. Alors, en fait, la saison, elle a déjà démarré avec un premier tournoi, mais c'est le tournoi des champions. C'est comme chez les hommes, en fait. Hein. C'est les joueuses qui ont gagné depuis, je crois, les 3 dernières saisons. C'est pour ça que Céline avait joué ce tournoi fin janvier et elle a terminé 11e ex aequo, je le rappelle. Donc là, ça commence véritablement ce jeudi. C'est le Gainbridge qui se joue à Orlando. Et l'an dernier, elle a terminé 4e de ce tournoi sur ce même parcours. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc je vous donne le programme parce qu'il va y avoir beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis, l'Asie, l'Europe. Donc ils restent aux États-Unis jusqu'au 29 avril. Après, elles partent faire une tournée en Asie, Singapour, Thaïlande, Chine. Elles reviennent aux États-Unis donc mi-mai. Elles y restent jusque pour l'Évian, là où elles démarrent une tournée européenne. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est une tournée européenne, il y a 3 tournois, il y a l'Évian, il y a l'Écosse, il y a le British Open, mais tout à coup, dans cette tournée, les meilleures joueuses vont partir pour les Jeux Olympiques. Alors, c'est les 2 meilleures joueuses de chaque pays exactement. Hein. Donc, les Jeux Olympiques, c'est du 4 au 7 août pour les joueuses. Et elles vont jouer après les hommes, hein, alors qu'au Brésil, c'était l'inverse, c'était les joueuses qui avaient joué en premier. Donc après, elles retournent aux États-Unis, elles y restent jusqu'au 10 octobre. Entre-temps, il y a la Solheim Cup du 4 au 6 septembre. Et là, le 10 octobre, elles repartent pour une 2e tournée en Asie. Alors, il faut savoir que c'est ce qui se faisait les autres années. Il y avait toujours 2 tournées en Asie. Hein, c'est comme ça. Il y a de très nombreuses joueuses asiatiques et donc sponsors. Donc là, elles partent pour la Chine, la Corée du Sud, le Taïwan, le Japon. Elles reviennent aux États-Unis pour les 2 derniers tournois. Et puis pour le tournoi final, l'équivalent de la FedEx Cup, ça s'appelle le CME et ça se joue à Naples, en Floride, fin novembre. Alors, les 5 tournois donc majeurs, l'ANA Inspiration début avril, l'US Open et le PGA au mois de juin, l'Évian du 22 au 25 juillet, nous y serons en plus, on est content, et le British Open donc du 14 au 22 août. Alors, nos 2 Françaises, donc Céline, sur la liste d'entrée, elle était 28e, Perrine, elle était première grâce à la liste 2019 du Semitra Tour, donc elle est 97e. Il n'y a pas beaucoup de changements parce que, comme chez les hommes, ça a été figé sur 2019. Les joueuses de la 2e division américaine qui ont terminé dans les 4 premières en 2020, elles ont quand même une catégorie. Mais alors, je ne vous explique pas la catégorie, je crois que c'est la 23e catégorie. La première est 367e, donc bien évidemment, je pense qu'elles vont avoir quelques invites, elles vont peut-être pouvoir jouer quelques tournois, mais elles vont se concentrer sur le Symetra pour avoir un droit de jeu complet pour 2022. Alban Valenzuela, elle est 156, donc là, elle est dans le champ du tournoi qui commence jeudi. Il y a Karine Hichet, il y a encore Céline Herbin qui ont une catégorie, mais qui sont vraiment très loin. Et on ne sait pas si Karine
Si elle arrête, si elle continue, c'est pas encore officiel. Elle en a parlé, mais elle l'a pas confirmé. La japonaise qui sourit toujours, Shibuno. Elle sera pas membre du LPGA cette année. Elle sera sur les majeurs, je pense, mais elle est pas membre. Non. Par contre, les 2 joueuses qui ont gagné l'an dernier, souvenez-vous, Popov, le British Open, et Alim Kim, l'US Open, ça y est, elles ont une catégorie toutes les deux. Elles sont 95 et 96. Elles peuvent jouer tous les tournois. Ben, j'ai envie de terminer par la Solheim Cup. Donc la Solheim Cup, je vous rappelle les dates, c'est du 4 au 6 septembre aux États-Unis dans l'Ohio. Alors, pour l'instant, grosso modo, les meilleures joueuses européennes vont de la 15e place jusqu'à la 97e place, alors que les Américaines, c'est comme chez les hommes, hein, déjà dans les 15 premières mondiales, elles ont 4 joueuses, en fait. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas de grosse différence. Alors, je sais que Gugu va me demander, mais est-ce que les points Solheim Cup, est-ce que ça a commencé? Je ne sais pas. La capitaine américaine, c'est Pat Hurst. Et la capitaine de la Solheim Cup européenne, c'est toujours l'Écossaise. Catherine Mathieu. C'est ça. Bien joué. Est-ce qu'il vous faut une autre info? Ah oui, alors le tournoi donc, de jeudi, il y aura 7 quand même, 7 joueuses sur les 10 premières mondiales. Donc la question, c'était est-ce que les Coréennes vont faire comme l'an dernier, au printemps et pendant l'été, est-ce qu'elles vont rester surtout en Corée? A priori non, parce qu'il y a la numéro 1 mondiale, Jin Yoon-ko, il y a Si Young Kim qui avait gagné le PGA l'an dernier. Il y a pratiquement tout le monde. Il n'y a pas une Bipark, mais elle, on le sait, hein, elle va, elle vient, elle choisit un peu ses tournois. Et il n'y a pas Min Ji Lee, il n'y a pas Yoo-jo Kim qui détient toujours le record à Evian. Mais sinon, voilà, c'est un champ de joueur quand même très costaud. Ça commence dès jeudi. Est-ce qu'il vous faut une autre info, messieurs? Non, merci Chris. Et puis on ajoutera qu'il y a Annika Sorenstam dans le champ. Ouais, elle joue parce que elle a le droit à une catégorie. C'est une catégorie un peu spéciale. C'est les joueuses qui ont gagné un tournoi encore ces 20 dernières années. Donc du coup, il y a Meunier-le-Bouc dans cette catégorie, mais elle est vraiment très loin. Donc c'est comme ça que Laura Davis et Annika Sorenstam jouent ce tournoi. Bon, et Annika Sorenstam, elle joue parce que c'est son parcours, en fait, puisqu'elle habite juste à côté. Donc. Moi, je veux faire une petite intervention par rapport à la participation d'Annika Sorenstam au tournoi. Alors, en soi, bon, pourquoi pas, hein, elle a sa place, etc. Je trouve ça juste un petit peu dommage parce que je comprends pas trop pourquoi elle y va et c'est surtout, elle a été joueuse à temps plein et elle sait ce que représente une place dans un tournoi du LPGA, surtout en début de saison. Ça peut, avec les re-rankings, ça peut changer beaucoup de choses pour une joueuse qui serait au bord de rentrer ou pas. Et en tant que joueuse, j'essaie de me mettre à la place des joueuses actives, celles pour qui c'est leur métier actuel de jouer au golf toutes les semaines. Je trouve ça pas forcément très juste qu'elle aille prendre la place d'une autre. Voilà, mais au même titre que une Nathalie Gulbis qui a des invites de temps en temps pour venir se montrer, je suis pas vraiment je suis pas admirative de ça. En tant qu'ancienne joueuse numéro 1 mondiale, elle devrait avoir envie que les nouvelles percent, laisser la chance aux autres et faire un tournoi comme ça dans l'année. Je sais pas, je trouve pas ça très sympa pour les autres qui se battent, qui ont un calendrier à faire, qui ont plein de trucs à faire. Ça, je trouve ça un peu moyen. Donc bon. Après, c'est intéressant en termes d'image pour le LPGA, c'est hyper intéressant. Après, humainement, je trouve pas ça génial, mais en même temps, est-ce que ça me surprend vraiment de la part d'Annika Sorenstam? Annika Sorenstam a fait parler d'elle un pas en bien récemment, puisqu'elle a accepté la médaille de la liberté des mains de Trump juste au lendemain du boxon qui s'est passé au Capitole. Et à mon avis, elle a surtout cherché à ce qu'on reparle d'elle sur un plan golfique et un peu moins sur un plan
non golfique. En termes d'image, comme je disais, c'est malvenu parce qu'en ce moment, elle est critiquée, hein, évidemment. Son explication, comme quoi ça l'entraîne pour l'US Open Senior, ben, c'est moyennement valable parce qu'il y a quand même un circuit senior. Donc, si elle veut faire des tournois pour se préparer, elle le peut. Donc, ouais, je comprends ton interrogation. Et puis ensuite, sur la liste des joueurs, comme je disais, hein, cette année, c'est une année vraiment spéciale et c'est une année difficile pour beaucoup de joueuses. Donc là, je te rejoins complètement parce qu'il y a même des joueuses américaines qui sont sur le fil du rasoir et c'est surprenant, hein. Il y a Maria Fassi, elle est 125e par exemple. Donc il se peut que sur quelques tournois, elle ne joue pas, hein. Ouais, mais c'est juste que je trouve ça. Moi, tu vois, je me fiche de ce qu'elle a fait par rapport, enfin, avec Trump. Pour moi, c'est pas important. Pour moi, c'est vraiment que le côté sportif. Et je trouve pas ça très bien. Je trouve pas ça exemplaire ce qu'elle fait. Je comprends qu'elle ait envie, mais on a l'impression que bon, elle fait ça un peu. Enfin, soit elle veut s'y remettre à fond, auquel cas, ouais, d'accord, prends ta place. Clairement, si tu veux te remettre au golf à fond et jouer tous les tournois, ok, pas de problème. Au contraire, ça peut faire que, ça peut faire que du bien pour l'image globale sur une saison. Mais si c'est pour faire un one shot, moi, je trouve ça un peu décevant, quoi. Alors, on va s'intéresser à cette nouvelle qui est tombée il y a quelques jours sur l'autorisation des télémètres accordés par la PGA of America pour les 3 majeurs qu'ils organisent ou que la PGA of America organise, à savoir le PGA Championship du 20 au 23 mai chez les hommes, le Senior PGA Championship qui est, il me semble, la semaine d'après, fin mai, et le KPMG PGA Championship pour les femmes fin juin. Donc pour ces 3 compétitions, comme c'est déjà autorisé lors des US amateurs depuis 2014, le télémètre pourra donc être utilisé par les caddies ou par les joueurs. Alors, sachant que la règle 4.3a indique que les appareils ne peuvent indiquer que la distance et la direction, pour le cas où il y en ait un qui veuille viser le trou d'à côté. En général, c'est relativement tout droit au niveau de la direction, mais bon, c'est pour Bryson, il faut qu'il sache où il coupe au-dessus des arbres, je pense. Mais aucune info ne doit être autorisée sur les dénivelés, les vitesses de vent ou encore les clubs à jouer. Alors, sachant que les GPS et télémètres sont autorisés lors des parties de reconnaissance déjà depuis quelques années, et moi j'avais cette première question avant de rentrer dans le vif du sujet à notre consultante préférée. Est-ce que toi, tu utilisais des télémètres avec Inigo en partie de reconnaissance? Et ouais, parce que bon, le carnet, oui, c'est très bien, ça donne toutes les infos, c'est hyper précis, tu vois les profondeurs, tu vois exactement quelle distance tu dois franchir, mais bon, parfois, en reco, tu vas aller un peu plus vite juste pour un tee shot, donc tu reprends rapidement avec le Bushnell plutôt que de sortir le carnet, de retrouver sur la bonne page, tu sors le laser, pardon, le télémètre, tu vises ton bunker, tu sais que tu as temps à passer. Bon, c'est plus facile. Parfois, ça t'économise. Moi, ce que je vois, c'est plus. Je voyais ça m'économisait la marche jusqu'au point, etc. Donc, je visais à la reco. Après, c'est vrai que quand tu es en tournoi, ça doit être beaucoup plus précis parce que tu dois voir là où tu tombes, etc. Mais à la reco, c'est évident que ça te fait gagner un temps fou. Et est-ce que c'était une majorité des joueuses qui l'utilisaient ou est-ce que... Moi, j'ai jamais vu, j'ai pas souvenir d'avoir vu une seule fille sans Bushnell dans le sac, hein. Tout le monde là, hein. Ou si c'est pas forcément la joueuse, c'est le cadet qui revérifie des distances parce que parfois le carnet, bon, il a vraiment vraiment beaucoup d'infos, mais parfois il y a d'autres infos qui sont pas notées que toi tu as envie d'avoir ou des choses comme ça, bah tu les rajoutes et tu es obligé d'avoir le Bushnell pour les recos, c'est indispensable. L'une des raisons avancées pour l'utilisation des télémètres serait donc un éventuel gain de temps. Est-ce que j'en appelle à mes chers chroniqueurs préférés, il n'y a pas que la consultante qui est préférée, les chroniqueurs aussi, pour ou contre les télémètres pour les pros? Est-ce que déjà, tiens, petit tour d'horizon, est-ce que vous en utilisez
un à titre personnel déjà? Télémètre ou montre GPS? Évidemment, pour mon cas, et je peux même te dire que j'ai systématiquement une pile de rechange dans mes affaires. Pareil que Gugu. Toujours une ou deux piles de rechange et télémètre. Quoi qu'il a. Obligatoire. Julien? Non, moi je suis beaucoup plus écologique que les deux autres. Ni télémètre, ni pile de rechange. Il n'a pas de jeu de golf non plus, donc il joue avec des croquets. Voilà. En fait, le débat s'oriente vers quelque chose de vous êtes pour ou contre la modernité? Moi, je passe pour un vieux con. Non, messieurs. Non, messieurs. Chris, Oui, pas depuis très très longtemps en fait, depuis 2013-2014. Et moi, j'ai pas de pile parce que j'ai un télémètre solaire. Oui, monsieur. Par contre, ouais, et ça marche très bien. Ouais. Et par contre, moi, j'ai une question pour Marion qui me semble importante. Est-ce que tu as eu l'impression, enfin, est-ce qu'il t'est arrivé de regretter quand tu jouais de ne pas en avoir un en fait? Est-ce que tu penses qu'il vous est arrivé de. Je sais, je sais que vous travaillez ensemble, mais est-ce qu'il vous est arrivé de regretter de ne pas en avoir un, de vous dire, tiens, on aurait pu être plus précis éviter de s'engueuler, quoi, par exemple. Non, mais sans aller jusque-là, mais c'est quand même une question super importante. Oui, bah t'as qu'à dire que je pose des questions pas importantes. Mais si Mais si, tu as eu l'idée du débat. Ta question, elle est juste. Et oui, moi, j'ai regretté de l'avoir et je suis favorable, pour le thème, hein, je suis favorable. De toute façon, on l'a bien compris à la première question. Mais oui, parce qu'en fait, ça évite aussi les erreurs. Parce que, de rien, on est sur le parcours, on est la tête dedans. Quand tu es en tournoi, tu as des pastilles peintes sur le sol. En fait, nous, on ne se sert pas forcément des distances qui sont marquées. Les personnes qui préparent les carnets de parcours viennent peindre des petites pastilles de couleur sur le sol en plein milieu des fairways tous les 20-30 yards en général. Ouais, nous on a ça sur 50 mètres, les amateurs généralement. Voilà. Mais nous, c'est précis parce que ça a été repeint à la veille du tournoi, enfin le dimanche ou le samedi précédent le tournoi. Donc c'est vraiment frais et on sait que la distance est bonne au mètre près. Donc on se fie à ces pastilles-là. Parfois c'est des sprinklers, mais en général c'est quand même les pastilles. Et suivant, enfin ça dépend. C'est vrai que ça dépend le circuit où on joue. Aux États-Unis c'est plutôt les bouches d'arrosage. En Europe c'était plutôt les pastilles. Et les pastilles en Europe, en l'occurrence, parfois tu te trompes. Donc tu as la pastille blanche, tu l'as confondue avec la pastille jaune et tu as un écart de 25 yards. 25 mètres. Donc, tu as tapé le coup parfait, tu as raté le green de 25 mètres, quoi. Et typiquement, bah oui, quand tu as le Bushnell, ça n'arrive pas parce que tu prends le drapeau et tu sais que tu te trompes pas. Moi, je suis pour et contre et pour. Parce que je pense que ça peut-être aider à améliorer la vitesse de jeu. Contre parce qu'en fait, j'y crois pas. Contre parce que je pense que ça va aider les joueurs qui se dispersent complètement. C'est-à-dire que là où, en gros, l'avantage était d'avoir des informations qui étaient inscrites sur le fairway, évidemment, quand tu es à 50 mètres du fairway, par exemple pour Bryson, c'était un peu plus compliqué d'avoir un métrage précis, sauf qu'il avait fait durant sa partie de reconnaissance. Et je suis pour parce que je pense que ça va rendre les greens vachement plus jolis parce que maintenant, il va falloir que tous les architectes ils mettent plein derrière à chaque fois des petits buissons et choses comme ça pour que les mecs ils aient du mal à trouver précisément le drapeau et puis que genre ils se plantent à 15 mètres parce qu'ils chopent le petit buisson qui est derrière comme nous on fait en fait. Ouais, moi je suis vraiment pour parce que bon, déjà faut pas oublier que ça va s'appliquer uniquement pour 3 tournois pour commencer. Donc je pense que le US PGA fait ça bien et puis après ça ils vont peut-être décider de l'agrandir à tous les tournois sur le tour si c'est concluant. Mais moi je suis pour et effectivement dans la mesure où si ça peut faire accélérer le jeu, là je suis 100% pour. C'est vraiment le but, quoi, faire accélérer le jeu. Julien, toi qui ne t'en sers pas à titre personnel. Je reviens juste sur ce que dit Cyril, là, sur l'accélération potentielle du jeu. Je crois que Julien Xantopoulos en a parlé dans une dernière diffusion là, sur Canal. Et en vrai, je ne peux pas croire, à aucun moment je peux croire, que le gars qui prend sa distance au télémètre, il ne va pas passer exactement le même temps sur son carnet de parcours pour... je redis ce qu'a dit Julien, pratiquement mot pour mot, mais en fait, c'est un ajout de temps pour moi, carrément.
je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que le gars va prendre la distance, il va dire OK, il y a ça, on sait qu'on se situe à peu près par là sur le carnet, et maintenant on étudie le carnet pour voir le dénivelé, pour voir machin, enfin tout ce qu'ils peuvent faire tout le temps pour jouer leur prochain coup. Donc ça, c'est le premier point pour lequel je suis contre. Le deuxième, c'est qu'ils en font déjà 4 par tournoi des erreurs. En plus, on va potentiellement leur en enlever une ou deux de plus sur la longueur. Donc, deuxième point négatif. Troisième point négatif, si Jordan Spieth commence à se mettre à utiliser le truc, il ne pourra plus râler sur son cadier et ça va nous enlever des conversations absolument hilarantes entre lui et Greller. Voilà, je vois que des points négatifs et puis je me base que sur ce qui est du temps et le temps vraiment, pour le coup, là, j'y crois, mais pas du tout. Je vois pas comment les mecs peuvent se dire, OK, 115 au drapeau, ça monte un peu, allez, vas-y, je joue. Non, non, jamais de la vie. Chris? Moi, je rejoins Cyril, en fait, hein, parce que moi, j'ai quand même très mal vécu ces 20 dernières années où ils n'arrêtent pas d'ajouter du temps à leur réflexion, à leur routine, etc. Ça se dégrade, et même dernièrement, notamment avec DeChambeau, ça s'est encore dégradé, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, il y a des études, il y a des commissions, et puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc là, il y a une tentative. On va voir ce que ça va donner, puisque c'est effectivement, comme le disait Cyril, c'est que sur 3 tournois. Après, j'ai jamais été pro, mais on voit surtout beaucoup de joueurs et de caddies qui commencent pas à faire leur routine, à regarder leur carnet au moment où il faut, ou qui peuvent hésiter, qui peuvent avoir des doutes aussi, ou chercher, etc. Donc ils arrivent, le télémètre, ça y est, en 5 secondes, c'est fait quand même, hein. Donc là, oui, il y a peut-être quelques. Ouais, je sais pas. Ce que vient de dire Julien, j'ai quand même quelques doutes. C'est un essai, on va voir le résultat. Et puis, quand même, c'est quelque chose d'un peu plus moderne que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et on regarde des tournois, il y a des radars. Nous, on a la distance, on a plein d'outils aujourd'hui. Et puis, comme tu le rappelais dans l'introduction, les amateurs peuvent l'utiliser sur des tournois maintenant. Ils l'utilisent pour leur partie d'entraînement. Et puis, tout à coup, il y a ce règlement typiquement golf, complètement sclérosé. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser pendant un tournoi officiel. Donc, c'est un premier essai. Laissons-les essayer. Et puis, enfin, un peu plus de modernité, ça fait jamais de mal dans le golf, quand même. Sauf que maintenant, les télémètres et appareils de mesure ont été aussi interdits chez les jeunes. Cette année, pour les compétitions amateurs jeunes par la Fédération française de golf. Non, je pense pas que ce soit pour arrière. Je pense que c'est un autre débat, parce que pour les jeunes, c'est quand même bien que les jeunes apprennent un peu à se débrouiller en utilisant leurs pieds, en utilisant leurs yeux. C'est pas idiot, parce que si on la met dans la technologie directe et qu'ils apprennent jamais à faire travailler leur œil, moi, je vois ce que je suis devenue. Je suis incapable de, enfin, je vais mesurer avec mes pieds, mais je suis incapable de deviner à l'œil la distance que j'ai. Et je trouve ça malheureux, en ayant été pro pendant autant d'années, d'avoir du mal à le faire. Donc, obliger les jeunes à le faire en compétition, à les obliger à marcher, à mesurer par rapport au piquet de 135, aux dalles de 100, enfin, je trouve que c'est bien, parce que le golf, ça s'apprend. Enfin, nous, on a appris le golf en étant un peu plus méthodique. S'ils ont le télémètre, en plus, ils vont un peu bâcler leur truc. Ils vont se précipiter. Donc, les jeunes, c'est un autre débat. Honnêtement, pour les jeunes, c'est un autre débat. Mais pour les adultes, moi, je rejoins Cyril et Chris. Le coup de télémètre, ça prend 3 secondes. Ils sortent, ils appuient sur le petit bouton, ils rangent le télémètre dans la pochette. Après, ils regardent le drapeau où il est placé sur le green, parce que les drapeaux sont préalablement, le caddie a préalablement placé le petit point du drapeau sur son carnet de parcours sur le green. Il dit, tiens, moi j'ai cet axe-là, j'ai 5 mètres entre l'entrée du green et le drapeau. Je sais que je peux la faire tomber à tel endroit, bam, 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 et ils recalculent comme ça. Je ne vois pas comment on peut perdre du temps avec le télémètre. Après, il y a une question, c'est que aujourd'hui, il y a ceux qui perdent du temps et qui en perdent déjà avec les outils qu'ils ont à leur disposition, et il y en a qui en perdent pas. Donc maintenant, moi, je suis plutôt de l'avis de Julien, c'est ceux qui en perdent vont continuer d'en perdre, et ceux qui jouent rapidement joueront peut-être un poil plus rapidement. Après, moi, j'ai quand même une question, c'est
le golf est quand même le seul sport où le joueur est accompagné par quelqu'un en permanence qui va le conseiller, etc. Ça n'existe pas dans d'autres sports. Est-ce qu'on n'enlève pas quelque chose au caddie, en fait, quelque part? Ça fait partie aussi de son métier, d'arriver à mesurer les distances, d'être celui qui donne les bons conseils et tout ça. Est-ce que un pas de plus vers la technologie, c'est pas un pas de moins vers le caddie, quoi? Non, et la mesure des distances, le cadet, c'est 5% de son job, hein. Le job du cadet, c'est bien plus complexe que mesurer les distances. Et en plus, parfois, le joueur, il ne va même pas écouter le cadet sur les distances, hein. Parfois, les joueurs, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ton cadet, mais tu as des joueurs qui regardent la distance et le cadet qui donne tout. Tu as des joueurs qui prennent et qui font confirmer auprès du cadet. Tu as des joueurs qui prennent et qui ne demandent pas au cadet. Enfin, tous les joueurs ont des relations très différentes avec leur cadet, et la distance, c'est qu'une infime partie de leur job, hein. Ils vont les conseiller, ils vont les rassurer, ils sont peut-être là juste pour les distraire. Il y a un deuxième sport, hein, qui fait ça, hein, c'est aussi les championnats du monde de rallye. D'accord. Et jusqu'à présent, Sébastien Loeb n'a jamais eu de GPS, hein. Moi, je trouve que, grosso modo, en fait, tu peux aussi... Enfin, moi, par exemple, perso, je trouve que le caddie de Rory McIlroy est pour lui, on va appeler ça un défaut. C'est-à-dire que c'est parce que peut-être, selon moi, il n'a pas le meilleur des meilleurs caddies qu'il ne gagne pas autant. Et pour moi, quand un joueur gagne un tournoi, c'est pas que le joueur, c'est le couple. Donc, si effectivement, grosso modo, le qui devient juste un porteur de sac, quasiment, hein, ben voilà, quoi. Moi, ça ne me va pas. C'est infime, mais c'est la base du raisonnement. C'est-à-dire que si, en gros, en fait, parce que tu te trompes dans le calcul de tes distances, parce que tu t'es viandé, parce que tu as raté le fairway à 50 mètres et que tu as essayé de faire genre ta petite mesure entre le point qui était à 50 mètres, etc., c'est que tu mets, on va appeler ça, t'aides les joueurs qui sont droits à essayer d'avoir des informations plus précises. Je suis pas d'accord avec toi, parce que quand tu regardes la plupart du temps, quand les mecs sont vraiment égarés, soit ils peuvent pas jouer le green, auquel cas la question se pose même pas, ils se recentrent. Quand ils peuvent jouer le green, allez, dans 90% du temps, quand ils tapent le coup correctement, hein, quand le contact est bon, la balle, elle finit au drapeau, il n'y a jamais de problème de distance. Parce que finalement, ils arrivent à calculer parfaitement leur distance. Allez, à 2-3 mètres. La seule chose qui va se passer, c'est que là, tu vas réellement leur faire gagner 25 secondes. Parce qu'ils ne vont pas mesurer avec les angles, etc. Là, ce sera un réel gain de temps, parce que d'habitude, par rapport à des coups, quand tu dis, hein, parfois, c'est vrai que les mecs, ils s'envolent complètement, ils sont à 50 mètres, ils sont sur le trou d'à côté, mais ils ne se trompent pas sur les distances qu'ils ont à jouer. Rarement, très, très rarement. En fait, en gros, là, on va vraiment gagner du temps parce qu'ils ne faisaient pas d'erreur. Mais est-ce que ça n'enlève pas une part du charme, enfin, du golf? Est-ce que ça n'enlève pas le fait de... parce que je comprends bien ton côté, moi, je ne me trompe pas. Alors, est-ce que ça n'enlève pas une part du charme? C'est une première question. Et la deuxième question, c'est qui est-ce qui va mesurer? Le caddie ou le joueur? Peu importe, mais si tu veux, moi, ça n'enlève pas de part de charme, parce que moi, je trouve que mon jeu de golf donne déjà suffisamment de choses intéressantes en termes de résultats. Tu as suffisamment de disparité entre mes coups pour me dire, je sais déjà pas trop ce que je vais faire en ce moment, donc déjà, si j'ai un télémètre, au moins, la distance, je pourrais pas me dire que c'est à cause de la distance. Ce sera qu'à cause de la merde que je vais taper. Je parle pas d'il y a quelques années, mais là, en ce moment, c'est vraiment... si j'ai pas de télémètre en ce moment, au moins, je sais qu'il y a une donnée qui est sûre, c'est la distance. Donc après, quand le coup est pas bon, ça peut venir que de moi. Ça ne peut pas enlever une part de charme pour nous, les amateurs. Puisque de toute façon, nous, à part Gugu qui fait des grands prix internationaux, là, mais nous, on joue avec des télémètres. Nous, non, moi, j'ai pas de télémètre non plus. Moi. Je suis pas Julien. Nous, ça nous enlève rien, quoi. Mais moi, je suis nul. C'est pas pareil. Je vois pas en tant que spectateur ou téléspectateur ce que ça peut retirer, quoi. L'aléa. Non, mais c'est le fait que ça. que le mec puisse se tromper, quoi. Enfin, Tout déjà, simplement. je trouve que les erreurs sont assez minimes. Enfin, comme disait. S'il y en a très peu. Et comme tu disais, Marion, si le caddie se trompe jamais sur la distance, à quoi ça sert d'avoir un objet qui sert qu'à ça? Parce que la réflexion va être différente. Il va chercher les informations différemment. Voir leur distance au drapeau, ils vont regarder le drapeau, à quel endroit il est placé, et en fonction de ça, ils vont décider comment ils vont taper le coup. Ils vont pas juste se dire, tiens, j'ai 112 mètres, je vais taper tel club. Non, c'est j'ai 112 mètres, le drapeau est à tel endroit, voilà où je veux la faire tomber. Je calcule par rapport à
mon point de chute. Je sais que je vais faire tomber 4 mètres parce que c'est l'endroit idéal. Paf, je vais jouer 108 mètres. Mais moi, je trouve que ça enlève pas de charme. Au contraire, ça va être un jeu un peu différent. Et du coup, j'ai pas entendu si tu avais répondu. C'est plutôt le joueur ou le caddie qui va mesurer? La relation avec ton cadet, comme je disais tout à l'heure, parfois c'est que le cadet, parfois c'est que le joueur, parfois c'est les deux. Bon, bah, réponse dans 3 mois avec le PGA Championship à Kiowa Island. Donc, on va voir comment les joueurs l'utilisent et si ça améliore la vitesse du jeu. Donc, on va rester chez les professionnels et on va s'intéresser à l'European Tour avec Gurman. Ça faisait longtemps en fait que je ne vous avais pas parlé du Tour européen et en particulier d'actualité des Français. Donc il y a 2 semaines maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, se terminait le tournoi en Arabie Saoudite où Victor Pérez n'est pas passé très loin d'une excellente performance en finissant 4e à 3 coups du numéro 1 mondial Gigi. Passé par la frustration causée de ce dernier tour, je vous propose un petit peu de se projeter à nouveau, d'accord, dans ce contexte pour le moins incertain, et alors que l'annulation des tournois au Qatar et au Kenya a été un moment évoquée, c'est finalement à nouveau au Kenya qu'on rajoute un tournoi. Donc pour ceux qui n'ont pas bien compris, au début on parlait d'annuler les 2 prochains tournois au Kenya et au Qatar, et finalement on va avoir un tournoi au Kenya et 2 au Qatar. Et non, c'est l'inverse. Un tournoi au Qatar et 2 au Kenya. Donc en fait, avec l'ajout de ce tournoi, on devrait atteindre finalement 32 tournois réellement dits tours européens, c'est-à-dire hors WGC, JO et majeur. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que pour les joueurs, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, qui jouaient sur le tour européen grâce à leur top 15 en fin de saison 2019 du Challenge Tour, ils n'ont pas joué depuis le premier tournoi à Dubaï, c'est-à-dire en l'occurrence début décembre. Autant vous dire que 3 mois de pause dans un contexte pour le moins incertain, c'est du jamais vu, de jamais vu. Évidemment, pour ceux qui ont pu participer au Desert Swing, comme on dit si bien, la saison est bien lancée parce qu'avec un gros Rolex et 2 gros tournois donnant plein de paquets de points mondiaux, le début de saison est toujours crucial pour ceux qui visent la participation dans les majeurs et WGC. Et clairement, avec un majeur, en l'occurrence le Masters, et 2 WGC prévus dans le prochain mois et demi, la saison pour les grosses stars mondiales sera lancée elle aussi. Si on met Victor Pérez parmi les grosses stars mondiales, ce que je fais, pour les autres Français, l'espoir d'une participation au WGC Matchplay reste faible parce qu'ils seront qualifiés les 64 meilleurs joueurs mondiaux au 15 mars qui souhaitent y participer, ce qui veut dire qu'en général, ça amène jusqu'au 70e à 75e joueur mondial. Et pour les Français, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul tournoi, au Kenya en l'occurrence. Donc, il va falloir performer de chez performer. Par contre, si on prend l'autre majeur qui va avoir lieu un petit peu plus tard, le PGA Championship, qui est planifié, lui, le 3e week-end de mai, lui, c'est vraiment un vrai objectif pour les Français. Parce qu'au lendemain de l'Open de France, qui a été rajouté il y a peu, le top 100 mondial aura le privilège de se qualifier pour jouer l'Ocean Course à Kiowa Island. Et Victor Pérez y sera, quoi qu'il arrive, mais espérons-le, il ne sera pas le seul représentant tricolore. Ouais, je m'arrête là, je suis en train de parler de ce qui se passera dans 3 mois, alors que décrire le futur en une semaine est déjà un pronostic risqué. Merci Gugu. D'ailleurs, quel Français on pourrait... parce que le classement mondial, tu es à peu près capable de le projeter tel qu'il est, tel qu'il sera, on va dire. Rosner, c'est sûr, devrait y rentrer puisqu'il y est déjà. Et devrait, on va appeler ça probablement améliorer en gros son classement mondial s'il venait à confirmer par quelques perfs. Le problème, c'est que lui ne va pas pouvoir rentrer dans les gros champs des gros tournois, alors que ses principaux concurrents vont pouvoir le faire. Je pense que pour Romain Langasque, c'est pas très loin non plus. Pour l'instant, la problématique, c'est plus pour Mike Lorenzo Vera parce que comme il a peu joué, il dégrade très très vite en ce moment. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse suffisamment jouer pour atteindre les 40 tournois. Et là, de mémoire, il doit être à 34 tournois. Mike, en fait, en gros, son ratio pour l'instant n'est pas bon, mais disons que les 6 prochains tournois auxquels il participera, seront, on va appeler ça, offerts dans le quota. Donc, en gros, il pourrait jouer 6 tournois de plus, on s'en fiche. Ça sera que des points bonus et pas des points en moins. Bon, alors après les Français de l'European Tour, on va s'intéresser
aux Français outre-Atlantique. Alors sur le PGA Tour, on n'en a pas encore, mais on en a sur le Korn Ferry Tour, monsieur Cyril. Et oui, alors c'était donc la reprise de la méga saison du Korn Ferry Tour avec le Korn Coast Classic en Floride ce jeudi. Et côté français, donc Lionel, effectivement, Cyril Bougnol est toujours absent, mais Paul Barjon est actuellement T44 du tournoi avec 74 ce dimanche en dernière ronde, ce qui le place avec un score cumulé donc de moins 3 aux environs, c'est ça, de 45e place pour Néo-Calédonien. Mais toutefois, il devrait rester à la 10e place au classement par points. Je vous rappelle que Barjon a signé 5 top 5 déjà cette saison sur le Korn Ferry Tour, dont 3 places de second et une place de troisième. Alors, il y aura bien évidemment la distribution des 50 cartes à la fin de saison avec 25 cartes pendant ce qu'ils appellent the 25, les 25, et puis lors des finals, des 25, c'est l'équivalent des playoffs. Mais sur le Korn Ferry Tour, donc il y aura 3 épreuves qui se joueront de début août à début septembre avec le Albertson Open, le Nationwide Championship et la dernière épreuve, le Korn Ferry Tour Championship. Donc c'est pas mal ça pour le Korn Ferry Tour. Et je voulais aussi vous faire une petite parenthèse avec le Fantasy PGA de la petite balle blanche, puisque le week-end prochain, la gang, il n'y aura pas de brève, il n'y aura pas de classement. PGA, parce que je pars dans le fond du bois. Fait que, remarquez que j'ai fait ça bien, puisque j'ai choisi un tournoi pas de cut pour partir. Fait que je vais y aller avec DJ Kentley Ram pendant 4 jours, puis je suis même pas. Voilà, c'était tout. Mais tu fais quoi? Tu vas camper ou... Raquettes, les chiens de traîneau aussi encore, je pense, comme l'année dernière. Patin à glace, tout sur les lacs. Raquettes, des sports d'hiver, mais pas de ski de fond. Bah bien, nous y voilà. Alors, on va conclure cette émission avec le traditionnel quiz de Julien qui nous a préparé les équipes. Marion et Cyril affronteront les garçons que nous sommes, Gurvan, Chris et Lionel. Alors, la team, on a parlé un peu des télémètres. Donc, la première partie du quiz, ce sera un petit peu l'évolution des règles au travers des âges. Je vais vous demander successivement, d'abord à l'équipe de 2, de répondre en premier à la question. L'équipe qui arrive en suivant, donc vous les garçons, vous devez me dire plus ou moins. Ils vont me donner une année, vous devrez me dire si c'est plus récent ou plus ancien. Marion Cyril, première question. En quelle année a été édictée l'interdiction du caddie de se tenir dans la ligne du putt pendant le coup de son joueur? Oui, mais toi, tu parles pendant le coup ou pendant même ne serait-ce que l'installation? Non, l'installation, il a le droit tant qu'il a la balle marquée, mais pendant le coup. Moi, je vous parle pendant le coup. La règle de point B, c'est 2019, Marion, c'est le nouveau règlement, non? Oui, mais justement, je veux savoir s'il parle pendant que le joueur frappe la balle. Oui, pendant que le joueur frappe la balle. Mais ça, ils n'ont jamais le droit de... Jamais. C'est des années qu'ils n'ont plus le droit. Ça date pas de 2019. Ça date de bien avant ça. On vous demande une date. La règle a changé, c'est que là, on ne peut même plus aligner le joueur. Mais là, il demande depuis quand il ne peut plus rester devant la ligne quand il frappe. Donc, c'est bien plus ancien. Ouais, merde. J'avais cru entendre 2013. Non, c'est plus vieux que ça, forcément. Ah ouais. Non, moi, j'étais pro en 2010 et c'était déjà comme ça. Donc, il faut qu'on dise une année difficile, comme ça, ils vont être emmerdés pour dire moins ou plus. Parce que si on dit 1980, ils vont dire pas plus. Qu'est-ce que t'en penses, Marion? 2000? Ouais, un truc comme ça. Ouais, 2000. Vous dites 2000. Les garçons, vous dites plus ou moins? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus récent ou est-ce que c'est plus ancien? 2000. Franchement, réfléchissez pas 15 ans. C'est plus ancien. Moi, je dirais moins. Enfin, plus ancien, quoi. Je dirais 1967. Ouais, moi, je pense que c'est plus vieux. Mais on a dit que c'est plus ancien. Plus ancien, quoi. Plus ancien? Bon, d'entrée, bonne réponse, année 2000. Non. Ouais, pile. Mais c'est nul parce qu'on n'avait pas le droit de dire égal. On aurait dit sinon. Non, là, ils ont super bien joué. Donc, on inverse maintenant les garçons.
En quelle année a été édictée cette interdiction qui interdit les anchored putters, les putters avec ancrés, hein, mais avec ancrage? Quelle année ça? 2016. Ouais, j'aurais dit, j'allais dire 15, mais Mais moi, j'aurais dit 17. Donc 16 alors. On garde 16. on est 2016. on est bon. 2016. Les garçons et filles, Marion, Cyril. J'ai exactement 2016, moi aussi. Je l'ai marqué là. Exactement 2016. Je suis à peu près sûr que c'est 2016. Vous n'avez pas le droit de dire égal. Voilà. Ah, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. S'ils ont la bonne réponse, ils ont la bonne réponse. Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi, Marion? 2017, non, c'est bien avant. Au pire 2015, mais je suis sûr que c'est des... On va dire que c'est antérieur comme ça, bon, on Ouais. sait jamais. Comme on n'a Ouais. pas le droit de... C'est encore une méga bonne réponse de la première équipe. 2016, bonne année. Bien joué, Chris. Bien joué. Bravo Cyril aussi, il l'avait. Hein. Ouais. Ouais, mais il n'est pas dans notre équipe, donc on va pas lui dire bravo, on s'en fout. C'est bon. Un partout. Déjà qu'il a eu la bonne réponse tout à l'heure, on va pas lui. T'as qu'à jouer tout seul aussi. Marion Cyril, depuis quand on a limité à 10 secondes le temps pendant lequel on considère que la balle, elle peut encore bouger, aller dans le trou, si elle est, vous savez, pile au bord, et on attend parce qu'on se dit, ouais, une petite rafale, un tremblement de terre, ça va la faire tomber. Depuis quand on a mis cette limite de 10 secondes pour laquelle on considère qu'il faut la peter? Là, je serais sur du 92, Marion. Je pensais pas que c'était si vieux, mais tu as sûrement raison, Cyril. Moi, je te fais confiance parce que tu as de bonnes intuitions pour l'instant. Donc, si tu veux dire 92, je te suis avec plaisir. Ouais, ok, 92. Merci, Marion. Les garçons, postérieur, antérieur. Si je dois dire quelque chose, ça serait plus récent. Mais... Plus récent. Ça sert à quelque chose qu'on joue ou pas? Oui, ça sert à quelque chose que vous jouiez. Donc c'est pas égal. Ça fait quand même 20 ans. Hein. Allez, c'est parti alors. Vous partez sur du plus récent. Le point est pour Marion et Cyril, puisque c'était en 1980. Ouais, non, c'est une vieille règle. Ah la vache. À partir de 1980, ouais, on a mis cette limite des 10 secondes. Ah bah, bravo, Cyril. Bravo, On Marion. change d'équipe. La dernière question. Depuis quand a-t-on éliminé le putting style croquet? C'est-à-dire face au trou. Vous savez, le croquet, quoi, ce jeu exceptionnel. Et du coup, par extension, de se tenir face à sa ligne de putt. Ouais. Ouais, tu dois avoir les deux pieds du même côté. Ouais. Il n'y a pas KJ Choi à un moment donné qui puttait comme ça? Bah, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas très longtemps avoir vu des images de quelqu'un qui... Ou alors c'était une vidéo de Scratch qui remontait tous les styles de putt là. Et... Alors, est-ce qu'il puttait comme ça ou est-ce qu'il trichait pour pas putter comme ça? Parce que je pense que c'est possible que ce soit une vieille règle aussi, mais... Non, mais DeChambeau, il l'a pas fait ça il n'y a pas longtemps Non. aussi. Mais il était les deux pieds du même côté, mais il puttait devant lui. J'ai envie de dire que c'est une vieille règle, mais avec KJ Choi, du coup, j'ai un doute, quoi. Gugu, t'as une idée, toi? Je suis pas là, moi. Je suis pas là. D'accord. Bah, entre 80 et 92. Non, il faut donner une date. 86. Bah après, dans l'idée aussi, des changements de règles, ça arrive aussi, mais de temps en temps, genre, ils peuvent mettre éventuellement un gros paquet. Donc peut-être qu'en 80, vu qu'ils ont décidé de mettre la règle des 10 secondes, peut-être qu'ils ont mis pour le même prix genre un changement de règle pour aussi le croquet. Hein. Oui, c'est peut-être même plus vieux encore. Donc si tu le vois à KJ Choi le faire... Il l'a fait, mais quand en plus? De toute façon, je ne connais pas la date. Quand est-ce qu'il l'a fait? Alors, mais tu dirais plutôt dans les années 2000? Ouais, je ne sais plus s'il l'a fait avant 2010 ou après 2010. Donc, de toute façon, je n'ai même pas la date. Et est-ce que du genre, c'était quelque chose qui ne se faisait pas, puis ils ont eu besoin de faire une règle pour que ça soit écrit noir sur blanc? Pourtant, c'est un truc de base quand même. Hein. Ouais, Bon, choisis, Lionel. Il y a 15 ans, 2006. Équipe Cyril Marion. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que quand tu parles du croquet, tu parles bien des pieds de chaque côté de la balle ou juste... Ok, Oui. c'est ça. Et taper entre ses jambes, là, tout droit. Pour moi, Cyril, c'est bien plus vieux. Ouais, moi aussi. Ouais, parce que, ouais. Ça date au-delà de 70 ou un truc comme ça. Mais on a juste à dire plus vieux que 2006, quoi. T'es d'accord, Cyril? Oui, tout à fait, Marion. Ouais. Vous avez raison, et Marion, tu n'étais pas loin. C'était 1968. Et par contre, c'est autorisé de putter croquette style quand tu es en dehors du green. Ah bon? Ouais, apparemment.
Moi, je savais que c'était encore autorisé d'être, entre guillemets, face à la balle, mais les deux pieds du même côté. Si jamais il y a des petites astuces dans le règlement, les auditeurs pourront nous le dire. Mais je crois que j'ai lu ça sur le site de l'USGA, donc ça m'a l'air plutôt sérieux comme institution. Ah non, c'est pas celle-là qui valide les télémètres. Non, c'est d'autres. D'accord. Allez, petite épreuve rapide. C'est une épreuve de rapidité, donc là on lance un nom, le premier qui vient. J'ai déjà scoré 59 sur le PGA Tour. Jim Furyk. Alan Manwin. Ouais, je prends la deuxième parce que Jim Furyk c'était plutôt un 58, non? Il a fait 59 aussi. Ah, il a fait 59 aussi. Bon, bah, du coup, ouais, bah, c'était bon. Point pour vous. Annika Sorenstam, il avait le droit de dire aussi. J'ai déjà scoré 59 sur le LPGA. Annika Sorenstam. Ouais, c'est bon. Tu veux répondre aux questions avant les questions? Ah, mais on s'est dit, on essaye de rattraper notre retard. Et petite question d'actualité, j'ai déjà gagné plusieurs fois le Genesis avant 2000. Phil Collins. Phil Collins, un point bonus directement. Booba, Non, Booba, c'est après les années 2000. Tiger. Non, Tiger ne l'a jamais gagné d'ailleurs. Avant 2000, ouais. Vijay Singh. Jordan Spieth. Non. Alors, Stricker. s'il vous plaît, non. Mickelson. Non. Couples. Couples, c'est bon, Chris. Couples l'a gagné Couples. 2 fois, je crois. Non, après, il y avait des mecs pas trop connus. Il y avait Ben Hogan. Il y avait Arnold Palmer. Vous auriez pu lâcher un Watson en pensant à Booba, c'était l'autre. Voilà, et puis après, il y avait Mangrum qui est le premier, je crois, à l'avoir gagné plusieurs fois. 4-3 pour Marion et Cyril. Et un tout petit qui suis-je pour terminer, évidemment. Je suis né le 26 juin 1972. Je commence à l'âge de 3 ans en suivant les encouragements de mon père. Après mon service militaire, ma carrière décolle en 1992. Mon premier succès intervient en 97 et il est celui qui me fait connaître du grand public. Un Américain? Il n'a pas dit. Il a pas dit. Pas de Bon, ça, a priori, c'est qu'il est à 49 ans. Ouais, a priori. Oui, qu'il a gagné en 97. 25 À ans. 25 ans. Mon premier grand succès intervient effectivement en 97. Ah, c'est son premier grand succès, donc ça ne veut pas dire qu'il Ouais. est. D'accord. Puis, attends, je t'écris un truc, mais je n'ai pas le nom. Bon, Tiger Woods n'est pas né en 72, il a bien gagné en 97, Il avait bien un papa militaire. mais il n'est pas né en 72. Mais là, c'est le gars en question a fait un service Ah, militaire. Et la main est à qui, là? La main est à celui qui veut la prendre. On peut répondre, là? Ouais. Vas-y. Ouais, tu as le droit à une réponse. Pourquoi ça serait pas Choi? Ouais, j'y ai pensé. Quand... Le service militaire, ça m'a fait Ah ouais. penser à un Un Coréen. Bah vas-y, Kaji Choi. En plus, il me semble qu'il va, il va bientôt être Senior Tour. être senior. Ouais. Non, ce n'est pas Choi. C'est pas lui. Bon. C'est dommage. Je continue. Ouais. Ça m'aurait Allez. bien arrangé. Rubrique People. People. J'ai un sérieux accident de la route à bord de ma Ferrari 348 en 2001. Voiture qui prend feu. Je prétexte un endormissement au volant. Fin des années 2000, j'entretiens une liaison avec une chanteuse française pendant 3 ans, puis en 2013, je m'affiche aux yeux de tous au bras de Stéphanie Fournier, une top modèle canadienne. c'est lui, Marion. Mais c'est quoi son nom, bordel? Moi, sérieux, mais ça me dit rien de tout ça. Stéphanie Fournier. mais ça fait un Moi, pseudo. je connais Stéphanie de Monaco, mais Stéphanie Fournier, je l'ai pas bien connu. Monsieur Stéphanie Ducruet. Fournier. Et je l'ai. Alors, Georges Clooney, il joue pas au golf. Hein. Non, je t'ai marqué Tong Chai, mais il est plus vieux que ça encore. Continue. Ah là. On continue. Vas-y. Donc, ces femmes que j'ai côtoyées, je les ai probablement séduites grâce à mon instrument vocal caractéristique. Après une carrière que je poursuis, j'ai également une activité télévisuelle sur une chaîne du PAF, du paysage audiovisuel français, où on m'aperçoit notamment aux côtés de la chanteuse Jennifer. Mais c'est pas un golfeur, ça. Je sens que ça va se régler à Etretat, cette histoire.
C'est Sans qu'il va y avoir des cantards. là. c'est pas quelqu'un de The Voice là parce qu'il arrêtait pas de nous parler de The Voice. Ouais, là, et ça y est. C'est pas un golfeur parce que son premier succès. Il y en a un, il nous sort un parcours, l'autre, il nous sort. Attends, non, du coup, C'est à qui? C'est aux C'est le garçons? c'est à nous. C'est à nous. Si vous n'avez pas de réponse, la meilleure passe à Marion et Cyril. Oh, j'ai Je suis désolé, mais je suis perdu là. C'est On pas- cherche un golfeur ou on cherche Non, quoi non, mais en fait, il a jamais parlé de golf. Il a dit que l'un de ses premiers, c'est nous on est parti sur du golf, mais il a dit l'un de ses premiers grands succès, c'est 97. Après The Voice, en gros, ça peut être Nikos Aliagas. Ah non, c'est la Starac. Ah non, mais ça peut être Nikos. Ben, vas-y. Nikos Aliagas. Non, c'est pas Nikos Aliagas. Je Thierry et refuse de Marion, vous avez répondre une à des réponse questions dans lesquelles on parle de Jennifer. Ouais. Ah, c'est. Marion. Il est né en 72? Ouais. Il me reste une petite phrase sinon, si vous voulez la dernière, avant de proposer. Donc, voisine. 2. Marion, tu dis Garou? Oui. Grâce à des tubes tels que Sous le vent ou bien Belle, je suis le choix numéro 1 de l'auteur de ce quiz dans ces soirées bière et karaoké. Je suis Garou. Quel rapport avec le golf? Est-ce que- Aucun. Ouais. Voilà. Et donc, on se retrouve dans 3 semaines pour un numéro spécial Star Academy. Ouais, c'est ça. ouais. On fait Starac et Love the Story, s'il te plaît ou... Merci Julien pour ce quiz culturel sans golfeur. Merci à tous de votre participation. Je vous retrouverai donc avec plaisir et on se retrouvera tous ensemble avec plaisir d'ici 3 semaines. Très bonne soirée et très bonne journée. À bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye. Bientôt, on se retrouvera. 3 semaines. On se retrouvera. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Salut à tous. Et moi, je vais organiser la 207e 1000. Non, vas-y, refais-le. Salut à tous. Moi, j'organise la 2000e victoire de Chris au quiz. Arrête.